Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Cette semaine, nous nous intéressons aux radios en Afrique avec notre premier dossier du jour qui sera consacré aux enjeux politiques de ce média. Au programme également de cette émission, le président sud-africain Jacob Zuma a signé la très attendue loi FICA sur le renseignement financier et la crise anglophone au Cameroun qui a relancé le débat sur la question du fédéralisme. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Madame Lady Gomang EPC, vous êtes fondatrice de l'Alliance des médias. Bienvenue. Merci de nous recevoir, l'Alliance des femmes de médias. Des femmes de médias, tout à fait. Louis Kemayou, vous êtes journaliste, bienvenue. Merci. Et avec nous également notre éditorialiste Gemal Taleb. Bienvenue Gemal. Bonsoir Fanny et bonsoir à ceux qui ont la gentillesse de nous regarder. Tout de suite l'actualité du jour. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma a signé le projet de loi FICA sur le renseignement financier, un texte qui vise à améliorer la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Cette avancée a été largement saluée, même si l'opposition s'inquiète déjà que l'entrée en vigueur de cette loi ne soit retardée. Clément Joël soit là. Le président sud-africain Jacob Zuma a enfin entériné le projet de loi FICA, Financial Intelligence Centre Amendment, censé améliorer la lutte contre les crimes financiers dans le pays. La loi FICA a pour objectif d'accentuer la répression contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme par le renseignement financier. Les juristes sud-africains qualifient la signature de ce projet de loi d'avancée pour la constitution du pays. Avec la loi FICA, l'Afrique du Sud se conforme aux standards internationaux en la matière. Cet acte d'amendement envoie un signal fort sur l'engagement de l'Afrique du Sud à combattre les crimes financiers, à garantir l'intégrité de son système financier, de sa base fiscale et à réaffirmer sa place dans le système financier mondial. Il prouve par ailleurs l'appartenance de l'Afrique du Sud et son engagement dans le groupement international d'action financière. L'opposition sud-africaine s'est réjouie de l'amendement du projet de loi FICA. Toutefois, elle ne cache pas sa crainte quant à son entrée en vigueur qui, selon elle, risque d'être retardée pour protéger certains intérêts de partisans du pouvoir en place. Nous pourrons désormais poursuivre ces gouvernants corrompus dont la richesse n'est pas proportionnelle au salaire. Et bien que tout ce que nous avions voulu n'a pas été amendé, ce projet de loi est aussi important pour notre système bancaire et pour sa place dans la communauté internationale des banques. Si la loi FICA permettra de mieux lutter contre l'évasion fiscale et les crimes économiques, les observateurs estiment que l'amendement du projet de loi a été retardé par le président Jacob Zuma. Or, selon des analystes, sa non-application jouerait négativement sur l'économie du pays, déjà chancelante. Gemal, c'est une loi qui était nécessaire. Bon, je pense qu'ils n'ont pas tellement le choix. Les grandes puissances occidentales regardent ça de près. Je ne suis pas convaincu qu'elle soit tellement nécessaire ni indispensable. Je suis même persuadé, le sujet le dit très bien, qu'elle va être néfaste et probablement désastreuse pour les banques du pays. Cela dit, l'Afrique du Sud n'est pas connu ni reconnu pour être le plus grand pays bancaire au monde. Enfin, le taux de bancarisation est l'un des plus importants sur le continent africain et les banques sud-africaines sont très importantes. Et il n'y a pas de doute que même si elles se réjouissent ouvertement, elles vont être impactées. Cela dit, nous vivons dans un monde assez curieux où la lutte contre le terrorisme chamboule tout, déprogramme tout et fait de nous finalement tous des agents des services pour détecter un mal qui est réel. Alors pour le coup, on n'a pas le choix. Et c'est toujours la dualité ou l'équation qui se pose. C'est quel est le schéma qu'il faut choisir pour garantir les libertés, le secret bancaire, l'efficacité économique et la lutte nécessaire contre le terrorisme. Mais dans la lutte contre le terrorisme, il y a aussi la fraude fiscale, il y a le grand banditisme et il y a donc tous les schémas classiques de l'évasion fiscale. Cela dit, il n'y a pas de doute que, mais enfin on verra encore une fois, je veux dire, on donne là un commentaire à chaud, c'est une situation qui n'a même pas encore démarré, mais enfin nous avons des exemples ailleurs. Quand vous avez un pays émergent comme l'Afrique du Sud, qui n'a pas encore un système bancaire assez huilé, assez important, et vous l'entravez à ce point-là, forcément vous allez lui enlever un pourcentage assez important des déposants et de la confiance bancaire nécessaire. Pourquoi il s'agit d'une entrave ? Parce que l'entrave est laquelle? C'est que désormais le système fiscal, policier, douanier va rentrer dans les systèmes bancaires. Vous entravez forcément le secret bancaire.
Et donc, vous allez sans doute, évidemment, empêcher les réseaux terroristes de trafic de venir, mais vous allez en même temps entraver tous ceux qui ne sont ni terroristes ni dangereux, mais qui en même temps ont besoin des secrets bancaires de quitter vos banques, fussent-elles d'ailleurs parmi les plus performantes, ce qui n'est jusqu'ici pas le cas. Et donc, fatalement, vous allez naturellement perdre des clients et pâtir d'une situation. Jusqu'à quel niveau, jusqu'à quel impact, je n'en sais absolument rien, mais il n'y a aucun système bancaire au monde qui a subi une situation comme celle-là, qui ne l'a pas faite. Et puis, il y a une disposition importante qui est là et qui est ailleurs, c'est que désormais, on met le numéro d'identification fiscale et le numéro d'identification tout court. Et donc, n'importe quelle administration américaine ou occidentale est capable de rentrer dans les systèmes bancaires et de savoir ce qui se passe. C'est aussi l'un des schémas qui va être compliqué. Lady Go Mangepese, que pensez-vous de cette loi? Les anglo-saxons disent « there is no right way to do a wrong thing ». Si quelque chose est mauvais, c'est juste mauvais. Il n'y a pas de bonne manière de faire quelque chose qui n'est pas bien. Quand on parle de corruption, là, on cible d'une certaine manière les individus. Mais si on commence à cibler, allez, disons-le, les États, on parle de malgouvernance, peut-être que c'est un mal pour un bien, parce que ça met au moins sur le tapis la question de la corruption, la macro-corruption, si on peut l'appeler ainsi. Elle est là, elle sévit. Les particuliers et souvent, malheureusement, entre guillemets, les petites gens en font les frais. Peut-être que ça permet de commencer à parler, parce qu'on ne va pas s'arrêter là. Si ça commence, là, on parle aujourd'hui des établissements bancaires, peut-être va-t-on parler de choses qui méritent d'être abordées dans ce pays-là. On parle de l'Afrique du Sud, mais on pourrait parler de tous les autres pays. Cela concerne tout le monde. Donc oui, de mon point de vue, ça demande quand même à être reconsidéré. Quand vous disiez que voilà, il y a une pression internationale, hélas, moi je dis hélas, mais heureusement, parce que quand même, ceux qui ne peuvent pas s'en départir de cela, je le dis, c'est les particuliers, je ne veux pas dire les particulières, mais on sait très bien qu'au bout de la chaîne économique se trouvent des personnes démunies, souvent ce sont des femmes, et quand bien même ce sont des hommes, eux, ils ploient sous le poids de la corruption. Donc si on commence à en parler officiellement, espérons que cela puisse apporter du mieux pour tous. Et rapidement, j'ai mal. Non, moi je pense que le schéma de la corruption se déplace dans ce cas-là et qu'en réalité, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas très bien de lutter contre la corruption et la fraude, évidemment qu'il faut le faire. La question, c'est que vous prenez toujours les plus petits et jamais les plus gros. Et donc, quand vous faites un schéma comme celui-là, vous affaiblissez les systèmes bancaires, les grands mécanismes de corruption et de fraude, de toute façon, se déplacent parce qu'ils ont toujours besoin d'un paradis et comme les paradis ne sont pas morts, ça va coûter cher à l'Afrique du Sud. Je ne suis pas convaincu pour autant que ça règle le problème. Cela dit, il faut le faire, la question ne se pose pas. Louis Kemaï, une réaction rapide par rapport à ça, s'il vous plaît. Moi, ce qui me dérange, c'est que jusqu'à présent, je n'ai pas eu l'impression que l'Afrique du Sud était un grand financier du système du terrorisme international. Et c'est pour ça que je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne idée. Alors, c'est contre le blanchiment d'argent également, hein? Oui, je vous sais bien, oui, mais il faut qu'il y ait vraiment une masse critique qui permette de le faire. Le débat qui est intéressant, qui a été posé à plusieurs fois lors des sommets du G7, c'est celui sur la transparence des paradis fiscaux. C'est un débat qui aujourd'hui est renvoyé au calendrier grec, qui continue d'être renvoyé au calendrier grec. Et comme d'habitude, ce sont les pays les plus fragiles. Même si aujourd'hui l'Afrique du Sud fait partie du G7, fait partie des nouveaux pays émergents, il reste quand même un pays fragile, une économie fragile. C'est la première économie d'Afrique. Et je pense que ce n'est pas une très bonne idée de procéder ainsi par rapport à elle, parce que cela l'affaiblit encore une fois. Le SWIFT, le fameux SWIFT, qui est basé à Bruxelles, est un mécanisme qui est contrôlé entièrement par les pays occidentaux, par l'ancien bloc de l'Ouest, pour faire court. Et les Américains en particulier. Oui, oui. Et aujourd'hui, s'il y a une alternative qui commence à être réfléchie à cela, elle est portée par les Russes et les Chinois. Est-ce que l'Afrique pourrait avoir la capacité de le faire elle aussi ? Il faudrait vivement l'y encourager. Mais pour moi, aujourd'hui, se mettre aux normes internationales pour attirer l'investissement, j'y crois très peu. Merci. Direction à présent le Cameroun, où la crise anglophone a remis la question du fédéralisme en débat. À la faveur de la crise sociopolitique qui secoue les deux régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, la forme actuelle de l'État camerounais est remise en cause. Les populations de ces deux régions s'estiment en effet marginalisées. Reportage de notre correspondante Viviane Baokan. Derrière les revendications d'ordre corporatrice posées par les avocats, les magistrats et les enseignants d'expression anglaise au Cameroun, l'on a vu apparaître une tentative de récupération politique. Cela a été symbolisé par des appels aux villes mortes, le boycott des enseignements dans les établissements scolaires et la fermeture de certains marchés. Pour certains hommes politiques, le Cameroun est un pays stable. Il n'y a pas de quoi être inquiet. Je ne considère pas que ce que nous avons vécu soit réellement des choses qui aient troublé la vie politique. Au contraire, cela montre aux yeux du monde, le monde entier, que le Cameroun est un pays vivace, un pays vivant.
Il y a des gens, parfois, quand nous restons 2 ans sans problème, disent « Est-ce que le Cameroun dort ? Pourquoi il n'y a jamais de problème chez vous ?» En déclarant dans son discours à la nation le 31 décembre 2017 que le Cameroun est un et indivisible, le chef de l'État, Paul Biya, rejetait sans appel les velléités fédéralistes ou sécessionnistes. La commission de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme mise en place devra désormais veiller au vivre ensemble des Camerounais. Certainement qu'elle a été un peu secouée, puisque la mise en place même de cette commission est déjà une réaction et une réponse à ce qui est en train de se passer dans le pays. Et nous nous sentons hautement honorés de devoir faire partie de cette première équipe qui pourra servir de médiateur, comme l'a si bien annoncé le Premier ministre, dans le cas des situations du genre. Les opinions restent divisées au sein de certains partis politiques. Au Social Democratic Front, le principal parti de l'opposition, une fraction est pour le fédéralisme et une autre exige l'application des lois sur la décentralisation prévues par la Constitution de 1996. Louis Kemayo, comment expliquer que cette crise anglophone ait réveillé cette question du fédéralisme ? Parce que le Cameroun n'a pas toujours eu la forme d'aujourd'hui, c'est-à-dire une république simplement. Il y a eu d'abord la fédération en 1961, en 72 la République unie et puis la République tout court dans les années 80. Et je pense que poser le problème sous l'aspect linguistique n'est pas la meilleure forme à utiliser parce que ces anglophones sont d'abord des Camerounais et la langue anglaise est une langue qui a permis de coloniser, peut-être d'apporter les bienfaits de la modernité à certaines parties du pays. Mais on se retrouve dans un cas de figure où un contrat a été passé entre un groupe géographique et un autre groupe géographique, les accords de Fumban, qui ont permis de faire que le Cameroun retrouve sa forme qui était celle avant la défaite des Allemands à la Première Guerre mondiale. Et aujourd'hui, ces règles-là qui ont été fixées ne sont plus respectées. Il faut simplement revenir à la base et se dire qu'est-ce qui n'a pas marché, comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte de rattraper le temps perdu, donner toutes ces chances. Parce que ces populations aujourd'hui, elles se disent marginalisées. C'est quand même fort comme mot. Elles ne sont pas les seules à être marginalisées au Cameroun. Si vous prenez à Douala, par exemple, une ville qui a connu plus de 20 ans sans qu'il n'y ait aucun nouveau programme d'urbanisation, on pourra vous dire la même chose. Vous allez à l'ouest, vous aurez de fortes chances qu'on vous dise la même chose. Et je ne parle même pas du Grand Nord, la Damawa, le Nord et l'extrême Nord, qui vous diront qu'elles sont marginalisées et que pour vivre, elles ont besoin d'aller vers le Nigeria ou vers le Tchad pour avoir les services de base de l'État. Donc, ce n'est pas une question typiquement anglophone. En revanche, les anglophones l'ont posée avec beaucoup plus d'acuité que les autres Camerounais. Et c'est pour ça qu'il faut apporter une réponse digne du contrat qui a été passé entre la partie qui était considérée comme anglophone et la partie aujourd'hui considérée comme francophone. Pour moi, c'est une question de répartition à la fois des pouvoirs, mais surtout de répartition des richesses, qui est le domaine sacré de l'État. Lady Go-Mangépessé, est-ce que cette crise anglophone peut remettre en question l'unité du Cameroun ? Je voudrais croire que, j'espère vivement que non, et je tiens quand même à préciser, au-delà de ce que Louis a dit et qui est vrai, il y a quand même une réalité linguistique qu'on ne peut pas, à laquelle on ne peut pas ne pas faire face, parce que c'est quand même du fait de la langue que cette marginalisation, c'est au travers de la langue, de l'usage de la langue que cette marginalisation comment dirais-je, se matérialise, merci. Et j'ai quand même à cœur de dire que le bilinguisme pour le Cameroun, c'est cette exception culturelle qui fait du Cameroun ce qu'il est, et c'est un trésor. Ce serait tellement dommage, pour répondre à votre question, qu'il y ait sécession, scission ou je ne sais pas quoi. En revanche, il demeure important que, oui, il y a beaucoup de catégories marginalisées, mais de cette marginalisation-là, il ne faudrait pas que le Cameroun se dilue dans cela et ne soit plus ce qu'il a pu être, mais qu'il devienne bien mieux que cela. Bien mieux veut dire que ce que les populations anglophones revendiquent, c'est de pouvoir trouver dans les textes, dans l'application, dans la mise en place des institutions, une réalité, non pas quelque chose à l'anglaise, mais une répartition équitable, parce que c'est peut-être là aussi que le problème se pose. Le plus dur étant que dans cet exercice-là, le bilinguisme du Cameroun ressemble plus à de la mixité qu'à un réel bilinguisme. Hélas. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez dans la partie
considérés comme anglophones, avec une grande majorité de la population qui peut s'exprimer en français, ce qui n'est malheureusement pas le cas pour tous les francophones. Oui, j'ai mal. Et puis, ce que je trouve quand même, le débat est assez surréaliste. Enfin, au lieu d'être francophone et anglophone, on est d'abord bamélicophone, bassaphone, bétiphone. C'est quand même surréaliste. Non, mais c'est quand même extraordinaire. C'est de l'enfumage. C'est pas de ça dont on a besoin. Mais à la limite, je veux dire, moi, pardon de vous dire ça à tous les deux, de quoi je me mêle, mais le Cameroun... Non, c'est important. C'est important. Voici en quoi c'est important, Jemal. Voici en quoi c'est important. Je vais finir mon raisonnement. Alors, Jemal, on va terminer avec ça. Mais Allez. je ne peux pas m'imaginer que le débat, alors que et tu l'as bien soulevé, pardon de tutoyer, on se connaît très bien, tu l'as bien soulevé, le problème du Cameroun n'est pas un problème d'anglophone et de francophone, c'est un problème d'infrastructure, de développement, de démocratie, de liberté, de construction de routes, d'hôpitaux, de santé. C'est ça le vrai problème du Cameroun. Je veux dire, ça ne peut pas être un problème ni d'anglophone. Enfin, soyons d'abord bantouphone, soyons d'abord... Mais ça peut, ça n'a aucun sens. S'il vous plaît, merci. Nous allons marquer une courte pause en instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite. Je vous promets que je reviens, je trouverai une pirouette. Non, le problème, Jemal,